Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite conférence sur l'Atlantide. J'ose espérer que tout le monde a entendu parler de l'Atlantide. Ce n'est pas sorti de l'imagination fertile du grand Platon, mais je pense que ça a été écrit dans ce livre dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a été écrit d'une façon très rationnelle. Restons-en persuadés. Donc, beaucoup y croient, beaucoup y croient. Certains peu en doutent, certains mais n'en doutent pas du tout. Voilà. Donc, l'Atlantide sort de l'imagination épistolaire du grand philosophe Platon, qui est né en 428 pardon, avant notre ère, et qui est mort en 348, donc à l'âge de 80 ans. Voilà. Donc, c'est un homme qui a écrit un triptyque de 3 livres, et on n'a retrouvé que 2 livres, le Timée et le Critias. Donc, le Timée. Alors, qu'est-ce que dit le Timée? Le Timée parle d'une grande île, une île supérieure à la superficie de l'Australie actuelle. Donc, c'est dire si l'île est très grande, qui fut engloutie en l'espace d'une journée et d'une nuit dans les eaux furieuses de l'Atlantique. Ce fut un raz-de-marée colossal, un tsunami colossal, qui engloutit cette île en une journée et en une nuit. Donc, qui en a parlé le premier? C'est un grand prêtre de la ville de Saïs, dans le delta du Nil, qui en parla aux alentours de 650 avant notre ère, à Solon, qui était un grand législateur athénien et qui était allé en visite dans le delta, c'est-à-dire en Égypte. Donc ce grand prêtre en parla à Solon, qui le répéta à son ami Critias, qui lui-même le répéta ensuite, plus tard, ou transmit quelques lettres à Platon, qui se mit à écrire le Timée et le Critias, le 3e livre du triptyque, et bon, on ne sait pas très bien, on ne l'a pas retrouvé. Voilà. Donc le Critias nous parle aussi de cette immense île qui s'écroula dans l'Atlantique. Mais bon, ce livre du Critias nous laisse un petit peu sur notre faim, car le livre n'est pas achevé. Voilà. Donc, après Platon, on a parlé pas mal de l'Atlantide, mais il y a une auteure assez spéciale, Blavatsky, né en 1831, mort en 1891, qui en 1888 écrivit un livre extraordinaire, La doctrine secrète, dans laquelle elle parle de cette Atlantide-là. Et elle inscrit l'engloutissement de l'Atlantide dans les eaux de l'Atlantique. Elle décrit cet engloutissement en trois étapes. La première étape eut lieu à la fin du Miocène. Le Miocène est une période préhistorique qui débuta 25 millions d'années avant notre ère, jusqu'à 8 millions d'années. Donc, ce premier engloutissement, ces premières perturbations telluriques eurent lieu il y a à peu près 8 millions d'années. La deuxième destruction de l'île, une autre partie de l'île fut submergée par l'Atlantique,
elle eut lieu dans le Pléistocène moyen, selon la tradition hindoue, aux alentours de 850 000 ans avant notre ère. Enfin, la troisième, elle est décrite par Platon, et elle eut lieu 9000 ans avant Solon. Solon était législateur à Athènes aux alentours de 600-650 avant notre ère, donc disons 9650 ans avant notre ère, c'est-à-dire il y a 11 600 ans. Voilà. Donc ça, c'est la description de Blavatsky. Maintenant, pour en revenir au Tibet. Le Tibet nous parle d'une civilisation que les archéologues modernes situent dans la période du Cro-Magnon. On sait que la civilisation du Cro-Magnon n'avait pas des capacités intellectuelles très avancées, mais l'Atlantide, notamment les grands prêtres de l'Atlantide, avaient réussi à aller vers une intellectualité extraordinaire. Une intellectualité qui dépassait véritablement les bornes et qui était, bien sûr, non pas en adéquation, mais en opposition par rapport à la basse intellectualité de l'homme de Cro-Magnon. Alors, dans le Timée, Platon nous parle aussi d'une guerre qui eut lieu entre les Athéniens et les Atlantes. Mais bon, on a le droit de douter, vu que 9000 ans avant Solon, les Athéniens n'existaient pas encore, et les Grecs encore moins. Il n'y avait pas de... Les premiers Ariens à investir la Grèce se présentèrent aux confins de la Grèce aux alentours de 2000 ans avant notre ère. Donc 7000 ans plus tôt, il ne pouvait pas y avoir des Athéniens d'origine grecque et encore moins des Athéniens véritables. D'après le Critias, la civilisation atlante est riche en métaux de toutes sortes, de l'or, de l'argent, de l'airain, du bronze, du cuivre, etc., etc. Mais également, je ne sais pas si le cuivre existait déjà, mais bon, parce que le cuivre apparaît en Mésopotamie aux alentours de 3000 ans avant notre ère, donc le cuivre, je ne sais pas. Mais l'oricalque est un minerai qui est inconnu de la minéralogie, de la métallurgie moderne. Donc c'est un grand mystère. D'après donc l'apparition du cuivre, bon, je vous l'ai dit, apparaît en Mésopotamie aux alentours de 3000, en Égypte aux alentours du Moyen Empire 2150 avant notre ère. Maintenant, seuls quelques grands initiés connaissent le sens caché de la pratique spirituelle ou de la tradition spirituelle atlante. Faut-il encore la chercher de nos jours dans les multiples traditions ésotériques qui existent à travers le monde, chez les Mayas, chez les Incas, chez les Aztèques, chez les Dogons en Afrique. On peut la chercher et on se doit de la chercher. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour je ne vous ferai pas une petite conférence dessus, car ça serait très intéressant d'en parler. Voilà. Alors la très haute intellectualité des Atlantes, elle est véritablement très grande. Elle est en opposition par rapport aux capacités intellectuelles très modérées de l'homme de Cro-Magnon. Il sait pas encore lire et écrire, alors que cette grande civilisation atlante est déjà à un niveau très
très élevé. C'est la quatrième race, selon Blavatsky. Elle en parle dans sa doctrine secrète, quatrième race. Donc, selon Platon, les Atlantes descendraient de Neptune, qui, par l'intermédiaire du demi-dieu Atlas, d'où les Atlantes, d'où leur nom, composa, fit apparaître les Atlantes. Voilà. Donc l'orical que j'en ai parlé, c'est le grand secret de la métallurgie Atlante. Si on pouvait le retrouver, si on pouvait retrouver cette métallurgie, ce serait certainement une métallurgie avec de grands succès à la clé. Donc les Atlantes sont arrivés, les prêtres surtout, sont arrivés à un très haut niveau d'intellectualité. Mais bien sûr, au niveau de leur apogée, l'avidité, la luxure, le désir de pouvoir, les comment dirais-je, les dépravations. Les dépravations étaient à leur extrême acuité. Bien sûr, cet apogée ne dura pas de très longs siècles. Très vite, ils chutèrent et la mort arriva. Tout comme les traditions le disent, où on parle, toutes les grandes civilisations, comme la civilisation hittite, la civilisation macédonienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine, la civilisation turque, etc. Toutes ces grandes civilisations ont eu un moment d'apogée, puis un moment de flottement, et ensuite un moment de déclin et de mort. C'est ce qui arriva, malheureusement, à l'Atlantide. Alors, on parle dans la littérature atlante, enfin de la littérature qui se réfère à l'Atlantide, on parle de plusieurs Atlantides. Il y en a une qui existait au sein de l'Atlantique. Maintenant, on parle d'une Atlantide qui existait, une Atlantide saharienne, qui existait dans le nord du Sahara, en Afrique du Nord, qui n'était pas à l'époque le désert brûlant que l'on connaît aujourd'hui, et qui existait donc à cette époque, qui existait là, au Sahara actuel, le nord du Sahara actuel. On parle également d'une Atlantide qui existait dans le bassin méditerranéen, dans le bassin oriental de la Méditerranée. On parle aussi d'une Atlantide qui existait sur le versant occidental de l'Afrique. Alors bon, les preuves n'ont pas encore été faites. Les preuves archéologiques, on les attend. Hein, voilà. Bien qu'on y travaille beaucoup, il y a beaucoup d'explorations, il y a beaucoup d'archéologues qui s'intéressent à ce genre de civilisation et qui sont avides de retrouver les vestiges de cette civilisation. Maintenant, alors, quant à l'existence de l'Atlantide, alors qu'est-ce qui nous conduit à penser que cette Atlantide a existé? Alors, à l'époque, au XVIIIe siècle, lorsque les Britanniques conquièrent une partie de l'Afrique, notamment occidentale, il y a une tribu qui, chaque année, se dirige vers le rivage, le bord de mer, à la rencontre d'une pirogue, qui n'existait pas, bien sûr, mais c'est une pirogue immatérielle, une pirogue symbolique, qui symbolisait, disait leur tradition, des hommes au teint clair, aux cheveux longs, venus sur des pirogues d'une île aujourd'hui disparue, et qui leur apportaient des lois. Alors, on peut penser également, j'y ai pensé aussi, oui, aux fameux conquistadors, les compagnons de Christophe Colomb, de Cortés, d'Almagro, de Pizarro, de Valverde, de Vasco Núñez de Balboa,
quand ils rencontraient des indigènes en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ces indigènes se prosternaient devant eux, pensant qu'ils étaient revenus. Qui ils étaient? Ben, ceux qui avaient disparu à l'époque, dont un certain, les Aztèques en parlaient beaucoup, dont un certain Quetzalcoatl. Quetzal, alors, Q-U-E-T-Z-A-L-C-O-A-T. Quetzalcoatl, qui était revenu avec sa troupe. Lui qui avait disparu, on dit au 7e siècle avant notre ère, 7e, 8e siècle avant notre ère, lui qui avait disparu et qui avait promis à ceux qu'il quittait qu'il reviendrait un jour. Ah, d'accord, ok. Alors c'est ainsi que, bon, l'on peut penser que l'Atlantide n'est pas une fantasmagorie, une imagination esthétiquée qui est sortie directement de l'imagination de Platon. On lui a raconté des choses qu'il a relatées dans ses livres. Malheureusement, bon, le 3e livre n'a pas été retrouvé, il ne sera peut-être jamais, mais j'ose croire que l'Atlantide a réellement existé. Voilà, ça c'était un petit début, hein. Je vous parlerai encore de l'Atlantide dans mes prochaines conférences, car je suis particulièrement intéressé par la tradition occulte des Atlantes. Voilà, ce dont je vous parlerai un jour prochain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci, et donc à très très bientôt.